qu'on arrive à se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la pédale, le braquet. Hey, salut Dave! Salut! Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. On était bien occupés. On n'a pas été capable de se trouver un trou pour faire notre recap de fin d'année. La dernière fois, c'était durant Lombardie avec Thibaut. Ouais, grosse année. Entrevue qui a traversé l'Atlantique des deux bords, d'ailleurs. Je peux te dire... fait l'entrevue avec le gars en Europe, puis ça a été repris un petit peu. Non, j'ai eu des retours de monde, là, du monde que je connais, qui sont chez France TV, pis des affaires de même, qui étaient comme, comment t'as fait pour le faire parler? Non, c'était bien le fun. C'était bref, mais intéressant. C'était cool de sa part d'être venu jaser avec nous, là. On sait qu'il aime pas bien ça faire des entrevues. Je pense pas qu'on va le revoir. J'y ai promis que j'y redemanderai plus. T'avais dit, si tu le partages, je te le demande plus. Ouais, c'est ça. J'ai dit, il l'a partagé, puis ça a paru, là. Il y a plein de monde en France qui l'ont écouté. C'est que c'est cool. C'est cool, on est bien contents. Ouais, c'est pas pour tout le monde, hein, les médias aussi, surtout comme coureur. J'imagine, si c'est pas dans ta personnalité à base de faire du blabla avec les micros, c'est pas tout le monde qui aime ça. Fait que, surtout un gars comme lui qui était vraiment dans les top riders, t'avais comme pas le choix de tout le temps nourrir la machine médiatique. Puis là, il a la paix de ça, avec qu'il court pas après. Puis il n'y a pas besoin. Mais tu sais, je pense que c'est dur à imaginer, mettons. Moi, j'ai toujours été bon avec les médias, mais mes demandes médiatiques avaient rien à voir avec les siennes. Tu sais, mettons, c'est ça, là, aussi, tu sais, je pense, lui, il y aurait eu une entrevue par mois. Il aurait jamais dit un mot, là, puis au départ de course, un journaliste, de temps en temps, qui l'arrête pour avoir son point de vue, mais tu sais, l'autre fois... Mais là, c'est pas ça, c'est toujours la pression, là, ci, puis ça, puis qui est ta défaillance ou ta victoire. Puis ils ont des demandes, ils en ont 10 000 des demandes. Ils peuvent même pas les gérer. Tout le monde, surtout aujourd'hui, tout le monde veut les avoir sur leur podcast, sur l'entrevue, le journaliste d'après-course, la communication interne de l'équipe. Il y en a tellement... Ça fait Netflix. Tu viens de voir ta ferme. Ben ouais, c'est ça. Mais tu sais, je me souviens au Grand Prix, je jasais avec Alaphilippe, on devait peut-être l'avoir, puis finalement, tu sais, lui m'avait dit oui pour venir sur le podcast. Puis là, quand je suis arrivé sur place, je parlais avec la relationniste de l'équipe, puis elle était comme non, il n'y en a pas question, là. Elle dit, je me bats avec pour réussir à en avoir un. Il y a des demandes à côté. Elle dit, c'est sûr qu'il pourra pas faire ça, là. Ça fait que tu sais, gagné la course, ça tombait mal pour toi. Ouais, ça l'aurait été pas pire, ce qui devait être le jeudi soir avec nous. Mais ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait de bon au début de cet automne? Là, mais j'ai roulé avec la championne du monde la semaine dernière. Oui. J'ai roulé avec la championne du monde, Magdalene. C'était vraiment cool. Elle, justement, aussi, là, c'est nouveau. Je pense que c'est pas une grande fan des médias. Puis là, elle tombe dans une nouvelle réalité. Tout le monde la demande. Tout le monde veut la voir. Là, à ce moment, je vois elle est venue au Québec. Elle a pas arrêté. Tout le monde en parle. Elle était à gauche, à droite dans son club, dans sa région. Puis elle me disait que ça trouve ça difficile, là. C'est vraiment intense. On est obligé de dire non à 90% des demandes parce que, tu sais, après ça, tu perds un peu le fil de ce que tu dois faire. Puis là, c'est ses vacances. Puis tu sais, des fois, c'est important, les vacances, là, de pouvoir te recentrer. Elle, là, la prochaine année, elle va être appelée sur toutes les premières lignes de course. Elle va avoir plus d'entrevues avant, après, peu importe, bonne ou mauvaise, avec ce maillot-là sur le dos, ça va quand même engendrer beaucoup plus de demandes médiatiques. Puis ce qui est normal, c'est une responsabilité aussi. C'est le fun, tu veux être champion du monde, mais tu sais, ça reste... des fois, oui, t'es un sportif, mais c'est un sport professionnel, puis t'es payé à cause qu'il y a du monde qui paye pour la publicité, puis tout le monde veut faut aussi, s'il y a pas d'entrevue, si les athlètes en redonnent pas après, ben il y a plus de sport professionnel, puis c'est plus un show, puis c'est des sports amateurs. Donc
Mais ouais, Exactement. ça fait que ouais, les mais c'est un sport professionnel que tu payes ton billet pour aller. Ah ouais, ben ça. OK, c'est bon. on peut rentrer un peu là-dedans, parce que l'autre fois, finalement, on n'en a pas beaucoup parlé, puis c'est un scandale, là. T'sais, on en a vu un peu dans les médias, ouais, on en a parlé. Ça a été amené sur... tu parlais de Tout le monde en parle, ça a été amené sur la scène là-bas, puis tu voyais les réactions sur le plateau, le monde, tu sais, c'est pas du monde de vélo, puis à quel point ça vient chercher le monde, puis ça. Tu sais, c'est un sujet qui dépasse les frontières, de dire... C'est pas un sujet de vélo précis, comme genre couper du vent ou le sprint en politique, là, c'est politique. Ouais, c'est malade. Puis c'est vraiment spécial, parce que on rappelle, pour ceux qui n'ont pas tout suivi cette saga-là, les athlètes canadiens cette année devaient payer leur billet d'avion qui était quand même très élevé, parce que c'est un long voyage, et de payer une ristourne qui était pas très grande, une coupe de 100$ par jour, mettons, pour leur séjour. Un frais pour être là. C'était une coupe de centaines de piastres. C'était pas des milliers, mais c'est le principe, là, surtout. Moi, je me souviens, quand j'étais junior, il avait fallu payer, je pense, 6 000$ pour aller au championnat du monde. Mais là, OK, t'es junior, c'est pas les mêmes budgets, OK, fine. Mais là, tu parles, là, t'es l'élite, t'es une coureuse qui a fait 14e l'an dernier, que là, elle avait l'objectif de faire un top 10, top 5. Irréalistiquement, là, c'était son rêve le plus fou de faire top 5. Puis tu dis, on n'a pas d'argent pour ça, on n'est pas capable de trouver ça, quel genre de pays qu'on est, tu sais, puis là, on a des, tu sais, on performe, là, le Canada, maintenant, là, c'est comme, il y a des coureurs dans tous les sports, tu sais, on a des bons en downhill, on a des bons en vélo de montagne, en vélo de route, les filles, il y a un peloton incroyable, on a 2 victoires d'étape au Tour de France, on a, tu sais, on voit les Canadiens performer, là, hommes et femmes, dans toutes les... On n'est pas capable de réussir à avoir du budget, comment... Mais... Puis je veux pas lancer la pierre à personne. C'est des peanuts quand même, là, je veux dire, peut-être pas pour l'organisation en ce moment, là, mais au niveau fédéral, dans tout l'argent qu'il y a dans un gouvernement. Un budget comme ça, ça doit être quasiment 100 000, c'est une centaine de mille là, d'amener tout le monde, l'hôtel, tout le monde, les billets, mais c'est l'événement annuel de la fédération, le championnat du monde de ton sport. Puis ça fait 20 ans là, que je suis dans le milieu, puis que c'est les mêmes histoires. J'ai vu passer, je pense, 3 présidents. Il y en a un que j'ai connu de proche. Puis il a changé des choses, ils font des choses, mais tout le monde, c'est comme... On dirait qu'ils rentrent dans la machine, c'est un bordel, ils s'épuisent, puis ils s'en vont, puis on dirait que c'est comme... Qu'est-ce qui se passe? Ça marche par critères. Hein. Comment on n'est pas capable? Ça encore, ils ont expliqué tout le fait que ça marche par critères de performance, X, Y. Fait que c'est comme tout classé. Fait que c'est quand même objectif, mais les critères sont-ils trop élevés? Probablement. Je veux dire, quand tu disais Magdalene, 14e l'année passée, puis tu sais, les critères tiennent pas toujours compte des types de parcours aussi. Là, quand tu une grimpeuse qui retourne sur un parcours de grimpeuse, c'est ce qui est difficile avec les critères. Tu sais, si, mettons, un très bon sprinter aurait fini 3e au mondial l'année d'avant, il n'aurait pas payé son voyage au Rwanda. C'est des affaires de même, des fois, qui arrivent avec les critères. Il n'y a pas de système parfait, mais en gros, c'est des critères tellement sévères que ça fait que même des athlètes pros canadiens, qui en plus, elle est allée chercher un bon résultat l'année d'avant, a payé son voyage, puis c'est pas la première fois qu'on voit ça, c'est pas la dernière. Ah, mais ça fait que les coureurs ne veulent pas y aller. Là. Moi, mon dernier championnat du monde en Australie, je suis pas allé parce que j'avais peut-être pas là. J'étais en fin de course, mais ça me coûtait 5 000 mon billet d'avion. Je suis comme, je vais aller représenter je vais payer pour aller représenter mon pays. Tu sais, ça marche pas de ce sens. C'est ridicule. Ça marche pas de ce sens. C'est ça, toi, t'es plus junior, que c'était une occasion d'aller te mesurer au meilleur, prendre une expérience. Toi, tu passes l'année à prendre l'expérience, je veux dire, à courir. T'es payé pour courir, puis là, tout d'un coup, faudrait payer. T'arrives même pas break-even. Fait que non, c'est ça. C'est ridicule. Tu te retrouves là-dedans. Bon, mais je comprends. Tout le monde essaye, mais c'est ça, le nombre de personnes, puis qu'il y a des nouvelles personnes à la tête, puis que je connaissais avant, puis je suis comme, cette personne-là va faire une différence, puis tu parles avec eux, puis ils essayent, il y a des choses qui avancent, mais on dirait que c'est une bébête que personne n'est capable de changer, puis c'est... Je peux pas croire. Ils se butent aux politiques, ils n'ont pas le choix. Ils font pas exprès, là. Les gens qui gèrent à Cycling Canada, ils se disent pas, hey, cette année, là, on va mettre le moins d'argent possible, puis on va s'arranger. On va tous les faire chier. Faire chier tout le monde. Mais non. C'est sûr que non. Tout le monde essaie, tu sais, le monde qui travaille là-bas. Est-ce qu'il y a certains qui devraient pas être là, peut-être? Est-ce que c'est les mêmes? Mais tout le monde, je suis convaincu, par contre, qu'ils essayent quand même
de faire que les choses aillent bien, là, tu sais, mais c'est où que ça marche pas, c'est où, tu sais, j'ai déjà eu une discussion, je sais que le monde qui vont en appel, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars qui coûtent en frais d'avocat pour défendre les appels de petit zouin, ses parents sont pas contents que lui. Les critères, c'est clair, les 5 premiers, ils vont. Lui est arrivé 9e toute l'année. Il va en appel parce qu'il pense qu'il mérite sa place. Puis son père est riche en tabarnak, c'est ça? Eux, ça dérange pas. Ils vont let's go. Les frais d'avocat coûtent rien. Papa est avocat. Puis il y en a plusieurs à travers le Canada. Puis je me souviens avoir parlé avec la personne responsable. Puis c'était comme... On est proche des centaines de milliers de dollars en frais d'avocat et de temps, sans calculer le temps mis là-dedans. Il y a plein de choses. Oui, le coût d'opportunité des ressources, en plus des avocats que ça coûte. Là, c'est ça. Tout ton budget voyage est là. Le temps perdu à faire ça. Donc voilà pour cette tranche. S'il vous plaît, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui auraient un pouvoir puis capables d'aider ça. C'est pas facile, mais c'est pas facile. Connaissant les gens qui ont essayé de faire changer ça avec des bonnes intentions, puis qu'ils ressortent de là plus capables, puis qui ont fait des changements, mais que finalement, il y a un cancer qui est pogné là-dedans, puis on dirait que personne n'est capable de l'enlever. Ça sera pas les médecins, ça sera pas nos médecins qui vont l'enlever cette année. Bientôt, on n'en aura plus. Ouais, ça va prendre un autre épisode. Je suis pas sûr que c'est le bon show. Non, c'est pas à bonne place. Ouais, c'est ça. On va se concentrer sur la revue de l'année de 2025. Oui. Ouais, je pense qu'on est meilleur là-dedans. Fait que, ouais, j'ai sorti une couple de catégories. Là. Je me suis fait aider par nos nouveaux chums de l'intelligence artificielle aussi. Là. J'ai pris juste les affaires que je trouvais intéressantes. Fait que, part le bal, peut-être. On avait dit top 3 des plus belles victoires, plus marquantes pour quelconque raison. Ouais. Sérieusement, je veux faire le point. On a eu beaucoup de commentaires par rapport à Pogacar. Pogacar, il gagne tout. Il n'y a plus de show, il n'y a plus de spectacle, c'est plate. Toutes les courses dures, on sait que Pogacar va gagner. Oui. Mais j'ai quand même trouvé que c'était une saison vraiment excitante partout. Il y a eu des grosses courses partout. Oui, Pogacar en a gagné beaucoup, mais il a fait un show. On a vu au Strade Bianche. Il y en a plein maintenant qui s'essayent. Il y a beaucoup d'autres coureurs. Pogacar c'est une ligue à part, mais je pense qu'il y a quand même vraiment beaucoup d'autres coureurs qui sont extrêmement forts. Van Aert, Quinn Simmons et plein d'autres. Mads Pedersen, plein d'autres gars qui sont extraordinaires, des superstars qui font aussi des gros shows. Puis t'as quand même, je trouve, autant en sprinter qu'en grimpeur, qu'en puncher, rouleur, etc. Il y a plein de courses, puis il y a eu une diversité dans l'année, puis c'est pas vrai que c'est Pogacar qui a tout gagné. Il a tout gagné les plus grands monuments. OK. Mais il y a quand même 2 monuments qui voulaient gagner qu'il n'y a pas eu. Fait que juste là, il y a eu un intérêt incroyable de regarder ça. C'est ça, mais ça m'amène à ma première mon number one cette année, c'est Milan-San Remo. Là. Ça a été la course qui nous a tenus en haleine. Finale avant, c'était un peu la plus plate à regarder, Milan-San Remo, puis ça devient la plus excitante parce que Pogacar, justement, n'est pas capable de autant faire la différence. Mais ouais, victoire de Van Der Poel, Ganna, Pogacar à Milan-San Remo, pour moi, c'était vraiment une des courses les plus excitantes à regarder cette année. C'était notre premier épisode ensemble, finalement, que je devais être là pour dépanner un peu. Puis, c'est ça, on n'en revenait pas comment c'était cool. Puis finalement, tu vois, c'est la première affaire qui ressort en fin d'année. Et échappé divine quasiment. Quand t'es rendu que t'as Ganna, pas mal le meilleur rouleur au monde, qui a de la misère, qui est genre presque lâché. C'est dur de revoir ça dans l'année. 3 coureurs quand même vraiment différents aussi. C'est ça. Un parcours ça qui est beau. Semi-difficile. Ouais, c'était vraiment hot. Ouais, de voir un final avec les 3 jouets de leur force. Pogacar essayait de puncher, Mathieu essayait de mettre dur sur la Cipressa. L'autre, Ganna, il revenait sur les replats. Chacun jouait un peu de ses forces, puis ça a fait au final un match égal. Un final qui serait à une roue de près, les 3. Là, c'était grosse victoire. Pogacar, il va encore falloir qu'il essaye de regagner ça. C'est ça. Ça va toujours être dur, mais un jour, il peut l'avoir. Il va travailler pour, je pense. On lui souhaite pareil, parce que c'est ça on a déjà dit, tu viens de le dire, mais on l'a dit une couple de fois aussi, là. Tu peux pas tout avoir. C'est-à-dire, quand tu as des dominations comme ça, oui, des fois, c'est un petit peu plate, mais faut quand même se réjouir. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais parlé de ça, des champions qui essaient toutes les courses. Ouais.
Ça les rend. En plus, avec le maillot champion du monde sur le dos, c'est quand même cool. On a vu un champion du monde gagner le Tour de France avec le maillot arc-en-ciel. C'est arrivé quand? J'ai même pas été le chercher. Je pense que c'est Bernard Hinault, le dernier, là, dans les années 85, dans ce coin-là. Ouais. Ça a passé sous le silence, mais tu vois jamais ça. Là, fait que, à un moment donné, faut se dire, on est dans une ère quand même intéressante. C'est sûr qu'au mois d'octobre, c'était tough, man. C'est genre les mondiaux, l'Europe et le Lombardie. Ouais. Genre, j'ouvrais Flowbike, je le fermais de suite. Mais ouais, le reste de l'année, c'était cool. Ils font un show, ils font une course extrêmement difficile. Ces équipiers font un travail incroyable. C'est clair que c'est plate pour les autres, puis ça remet tout le monde en question comment le battre, mais je trouve ça quand même cool de voir, tu sais, mettons, à l'image de Merckx que nous, on n'a jamais vu courir. On parle encore de Merckx, et nous, dans 50 ans, si on suit encore le vélo, on va avoir vécu cette ère-là. Moi, j'ai avoir couru avec lui pendant 2-3 ans. Tu sais, de voir une légende de notre sport, de le voir à Montréal. Là, tu vas être dans ta chaise berçante, tu vas dire « Ah! Hey, Pogacar, il a gagné à tabarnak des courses! » C'est ça. Là, ils vont dire, tes petits-enfants, ils vont dire « Ben oui. Un tel est bien mieux. Puis là, vous allez vous ostiner. » C'est clair. Quelque chose de même. Espérons, c'est ça la vie. Ben ouais. Mais c'est ça. Bon, ben, je vais effacer Milan Sanremo de ma liste. Bon, c'est quoi ton deuxième? T'avais mis ça aussi, toi? Ben non, j'en ai mis plein, là. C'était mon plan de contingence pour être sûr qu'on ait de quoi à dire. Qu'on ait de quoi à dire. Je suis vraiment stressé de nature. Mon deuxième, c'était la 20e étape du Giro, où que tout a été chamboulé. Simon Yates. C'est 4 attaques qui a réussi à s'échapper. Relais suicide de Van Aert dans la vallée. Puis qui va gagner l'étape et le Giro. Non, y a-tu gagné l'étape ce jour-là? Oui. Non. Je m'en rappelle plus, mais moi, je l'ai mis dans mes moments émouvants de l'année, tu vois. Pas parce que j'ai pleuré, mais parce qu'en termes de cyclisme, là, c'était malade. Ouais. Puis c'était cool aussi l'épisode avec Hugo Hull à ce moment-là, là, qui était dans le Giro, dans le fond. Oui, c'est vrai. Puis il expliquait que... Van Aert qu'il soit là ou non, peut-être ça aurait pas, peut-être Yates aurait gagné Giro par moins de secondes, mais c'est juste la démonstration de travail d'équipe, de stratégie, positionnement, des gars forts au dernier jour, puis Del Toro, puis Carapaz, c'est ça ça devait être eux au matin qui devaient se tirer la pipe pour gagner le Giro. Finalement, les deux sont un peu limites, puis en plus ils se regardent. C'était malade ça, écoute. Puis le col d'El Finestre, ben c'est pour ça que c'est émotif. Là. C'est comme, tu sais, je sais pas, un col en gravelle. Moi, j'aime ça, cette place-là. J'aimerais bien y aller pour vrai. Là. Puis ça démontrait ça démontrait beaucoup, comme tu l'as dit, quand on parle d'équipe et le monde qui comprennent pas, tu sais, qu'est-ce la différence que ça peut faire d'avoir un Van Aert dans ton équipe, de l'avoir envoyé de l'avant en se disant peut-être que il y a de quoi du genre qui pourrait arriver. Donc, parce que des fois, ces gars-là, ils les envoient pour rien un peu, mais tu sais, pour un relais un peu plus loin ou un bidon plus tard dans le milieu du col, tu sais, puis le timing était parfait. Là, il rattrapait à 1 kilomètre du sommet. Il l'avait pas dans la vallée, tu sais. Il y a eu comme un timing parfait qu'il ramasse au pied de la descente, puis... Puis tu sais, si Yates avait moins creusé dans la montée, là, ça aurait été extrêmement décisif, tout ça, là. C'est pas finalement ils ont quand même eu une bonne avance, mais toute la démonstration, c'est dans le segment école de cyclisme là. Vraiment, moi j'ai adoré ça aussi. Bon, ben, je vais l'enlever de ma liste. Non, mais c'était pas dans cette liste là, c'est correct. Et puis en troisième ou en tout cas, je sais pas si t'as c'est 1 2 3 mais moi j'ai mis 1 2 3. J'ai écrit 1 2 3 puis j'ai pas demandé à ChatGPT de m'aider. Moi... Non, moi non plus, c'est les catégories que j'ai demandé. Le reste, j'ai cherché moi-même. Troisième plus belle victoire, pour moi, c'était Van Aert aux Champs-Élysées de Paris. Oui. Montmartre, c'est le seul coureur à avoir largué Pogacar cette année dans une bosse. De voir le maillot jaune se donner comme ça, prendre tous ses risques. Ça a donné un show malade, là. Le monde qui avait le passage dans ce nouveau parcours-là, c'était incroyable. Puis les 10-15 coureurs qui se sont pris au jeu à prendre les risques, je peux te dire qu'il fallait le dernier jour fatigué. Normalement, c'est un peu la fête, les chants.
tout le monde a mal partout de se dire hey, let's go, je remets les doigts dans la prise un dernier jour, puis on essaie de faire un show, c'est pas facile. T'as le maillot jaune, tu voyais Pogacar qui était à bout depuis la dernière semaine, qui était fatigué, usé, d'aller essayer de la gagner, là, puis il a vraiment essayé d'aller la chercher. C'est avec ça, chapeau. Autant pour la performance, puis comme le monde a beaucoup chialé que Pogacar, il avait l'air à s'en foutre à la fin du tour, là, mais comme ça, c'est... Ouais, ben tu sais, on a su récemment qu'il gérait un problème de genou aussi. Ouais. Puis là, tu arrives à ta dernière journée potentiellement de cette partie-là de la saison. Puis là, tu sais que c'est pas un col de 15 km non plus, Montmartre. Fait que non, il s'est repris. On a eu les dessus de ça un peu, mais ouais, toute qu'une course. Puis en plus, il pleuvait. Puis Van Aert, lui, qui était un peu depuis 1 an et demi, pas à la dérive, entre guillemets. Là, ça restait. Il gagne plus de courses que pas mal tout le monde, mais même s'il en gagnait moins que d'habitude. Ouais. Mais là, il va chercher cette victoire-là. Il avait déjà gagné aux Champs-Élysées, mais de la manière traditionnelle. Fait que ouais, c'était vraiment cool. Puis ça revient l'année prochaine, non? Ouais, c'est ça que j'ai vu aussi, là. Je pense que le concept, en plus de neutraliser les temps, ça permettait aussi à tout le monde de prendre plus de risques puis de se dire, regarde, si je tombe, puis c'est pas grave. Là. C'est dommage. Fait que toi, après le tour, tu votais pour ramener le parcours normal. Fait que t'as-tu digéré, avalé ta pilule ou ben, moi, je votais en tant que coureur. en tant que coureur. De te voir, mais là, au final, après avoir vu les résultats, les commentaires des coureurs, tu sais, les coureurs ont fini leur course tranquille. Avant, dans le fond, ça roulait vite jusqu'à la ligne, il n'y a personne qui se relevait. Là, première montée, quasiment tout le monde qui voulait pas faire la course, pas prendre de risques, ils ont profité du show. Il paraît que la foule, c'était comme incroyable, vu que la route est petite. T'étais dans un cocon de centaines de milliers de personnes. Fait que je pense que ça a été les coureurs ont semblé en avoir une belle expérience. Tu mets pas les temps neutralisés, c'est un autre ball game par contre. Ah oui, clairement. Puis les codes d'écoute, je pense qu'ils ont fait l'affaire du Tour de France. C'est ce qu'ils disaient que c'était un peu un no-brainer. Genre, on n'a jamais eu autant d'audience. Je me rappelle pas à quel point c'était plus, mais ouais, fait qu'on va revoir ça l'année prochaine. On sait pas si ça va être pour tout le temps, mais ouais, peut-être une couple d'années là-dedans au minimum. L'année prochaine, peut-être d'autres surprises aussi. Après, ça ramène, sérieux, les sprints. Demain matin, là, t'es une fille qui va vite au sprint. Fais pas de basic. Essaie pas de devenir cycliste professionnel. Non, c'est fini. Mais pour vrai, tu sais, c'est comme, il y en a plus, là. Maintenant, il y a juste des classes 2 en Belgique, là, qui a des courses au sprint qui sont plus diffusées sur les plateformes, puis t'as raison. Les sprinteurs, le sprint est en train de mourir en partie, puis le Tour de l'année prochaine n'est pas bien mieux dans cet esprit-là. Ouais. Puis c'est drôle parce que le Tour de France, avant qu'il finisse aux Champs-Élysées, il finissait au Vélodrome, c'est quoi, de la Cipale, je pense. Ouais. Pendant longtemps, ça finissait sur un vélodrome. Là, maintenant, c'est genre, t'es un sprinter, t'as quasiment plus de chance de... C'est quand même, Montmartre, ça a l'air assez difficile pour... Ah là, ben là, c'est pur classic man, pavé, boss, ça fait... Non, c'est quand même une longue montée. C'est dommage. Ben, tu sais, ça fait que les sprinteurs, il faut que ça devienne, mettons, maintenant des genres de Michael Matthews. Dans le temps, lui, il était bon sur les groupes de 50 à l'arrivée, mais maintenant, c'est comme un sprint massif. Comme Van Aert aussi. Ouais, un sprint massif, c'est rendu ça, là, 50 à l'arrivée. Oh, et puis tu vois des gars comme, tu sais, même Mats Peterson, il essaie de passer à bien des places. Je pense que les gars s'ajustent aussi, là. Surtout ceux qui ont des capacités qui sont pas des purs lourdeaux. Là. Ouais, c'est ça. T'as pas le choix. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Sprinter, c'est des lourdeaux. Mettons des Dylan Groenewegen, Jacobson, tu sais, toutes ces... Fabio Jacobson. Fabio Jacobson, ces gros sprinteurs-là sont rendus inexistants, là. L'avenir est sombre pour eux. Un petit peu. OK, bon, super. Bon, moi, au top 3, je vais prendre ce qui me reste d'abord. Très bien. Moi, ils sont pas en ordre nécessairement, mais j'ai beaucoup... On parlait d'Alaphilippe tantôt à Québec. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est peut-être parce que j'étais là, puis j'étais un peu ça brosse, mais j'ai trouvé ça hot. au niveau tactique, c'était cool. Puis, ancien champion, c'était quand même un gars qui dominait quand même les grands rendez-vous mondiaux pendant un temps. Puis la façon qu'il est allé gagner ça, c'était un peu différent de son modus operandi. Puis c'est ça. Fait qu'on
On était sur place, c'était cool de voir ça, belle journée. Ah, puis tu parles tantôt, on parlait de voir la tactique. Là. Il a joué de main de maître dans cette échappée-là qui n'était pas prévue. On en a reparlé dans le podcast, mais c'est ça, là, les grands champions, d'être capable de garder son calme, d'écouter ce que ton directeur sportif il voit. Là, lui, il devait être dans un bon jour. Puis il n'y a pas un coureur qui aime ça être dans un échappé et dire « Moi, je roule pas ». Condamner, risquer de condamner tout le monde que eux ils voulaient se retrouver puis c'était un bon move pour eux tactiquement et personnellement. Puis là, toi, tu vas peut-être, mettons, condamner ce groupe-là à cause que c'est pas un bon... Mais au final, c'était pas un bon move pour lui puis ça s'est reviré en sauvant son énergie à pas rouler, à être le meilleur move qu'il pouvait faire. Fait que, ben oui, il s'est retrouvé qu'il y avait à peu près une minute d'avance sur le peloton, mais ça roulait comme si ce qui était dans le peloton. C'est un peu ça qui est arrivé. Ben, à pas rouler, lui, c'était là, vu qu'il prenait pas de vent. Puis là, t'as pas à frotter, t'es toujours placé, tu gaspilles, c'est encore bien plus facile. Là. Lui, il était d'un fauteuil. Là. Il était d'un fauteuil. C'était vraiment cool. Puis on attendait ça depuis le début de l'année. Là, ouais. Il est-tu après retraite ou non? En tout cas. C'est ça. Fait que, je pense qu'il a fait clouer le bec à une couple de personnes. Ah, puis c'est un coureur. Je sais pas si vous avez vu, là, en fin de semaine, il y a le documentaire de Story of the Peloton que les Grands Prix ont fait. Qui a été mis en ligne. Il a dépassé à la TV à CBC, puis il va passer là, au Québec bientôt. Documentaire sur l'envers du décor des Grands Prix, puis Tudor ressort beaucoup dans le documentaire. Puis il y a des coureurs justement qui parlent de l'arrivée d'Alaphilippe dans l'équipe, puis à quel point aussi il y a un leadership qui est bon, puis qui voit juste, puis qui motive, qui pousse tout le monde à en faire plus, parce que il est le fun, il croit à gagner, il comprend la game, puis ça motive, je pense. Tout le monde était content de le voir gagner parce que c'est un gars qui est cool, puis c'était très le fun à voir. Mais le documentaire est vraiment intéressant. Allez checker ça, c'est bien le fun. C'est où qu'on le trouve? Moi, hier soir, je t'avouerais que je l'ai cherché un petit peu. Puis moi, j'ai réussi. Je pensais qu'il allait être sur CBC, sur YouTube, mais puisqu'on en parle. Il faut que tu télécharges l'application GEM, G-E-M de CBC. Tu crées un compte qui est gratuit. Puis après ça, tu as accès à la place. Sur leur application GEM Radio Cannes, genre. T'as accès au documentaire. Parfait. Bon, c'est ChatGPT qui m'a dit comment le trouver. Ouais, c'est le thème du jour. Non, mais des fois, là, pour brainstormer, là, ça aide un petit coup de main. Là. Il est fort. Ah ouais. Puis, Matteo Trentin aussi qui a gagné Pareto, hein, entre le dernier épisode puis maintenant, là, qui est un autre futur pré-retraité de Tudor Cycling qui a relancé un peu sa carrière cet automne. Fait que on le salue. Mais c'était pas ça dans mes 3 plus belles victoires. Là. J'avais aussi un des plus bels échecs des 2 coureurs français qui se sont regardés. Aïe. Ça, c'est déception. 2 jeunes coureurs que ça leur a été marquant de gagner cette étape-là. Ils se sont regardés tellement dans le long stretch de quasiment 2 km à la C'était à peu près à 1 kilo de l'arrivée, là, que c'était vraiment ridicule. Le bout le plus lent de tout. Là. Incroyable. Puis, ben c'est ça. Quand Magdalene a gagné aux mondiaux, on s'était dit ça aussi. 3 filles pro, tu sais, comme établies quand même dans le cyclisme pro, mais des outsiders un peu pour le titre mondial. Se retrouvent ensemble, les 3 ont roulé en se disant, moi, peu importe si je parle pas à leur place, mais visiblement, elles ont toutes roulé en se disant, au minimum, j'ai une médaille aux mondiaux élite. Ouais. C'est mon plus gros résultat que je vais peut-être avoir aux mondiaux élite, là, tu sais. Fait que c'est ça qui a donné qu'ils se sont rendus. Puis à Paris-Tour, dans l'exemple inverse, 2 jeunes qui ça aurait pu un peu changer leur trajectoire de carrière se sont regardés. Fait que voilà, c'est ça. Mais la cohésion était vraiment pas si bonne que ça. Là. Magdalene, elle me l'a dit. Elle me disait la semaine passée, j'en parlais, j'étais comme, hey, si tu devais capoter, quand t'es sorti dans l'échappée puis qu'il y a pas personne qui roulait à 20 km de l'arrivée, ça se regarde, ça se dit, ah non, j'ai une leader derrière. Elle était comme, elle dit sérieux. Non, mais moi, je parle juste les 3 à la fin. Ouais, mais même là, il paraît qu'il y en a une qui quand il y avait, non, c'est ça, les 3, ils roulaient bien, mais t'avais un moment donné, il y avait l'Hollandais, je pense, aussi avec eux, qui sautait ses relais. Ah, une qui est revenue. Puis, c'est ce que, quand ils sont partis la première fois, les 3 dans la première bosse, ils se regardaient. Puis c'est pour ça qu'ils se sont fait reprendre. Puis là, ils se sont retrouvés encore à 7-8. Puis là, à la toute fin, là, quand la deuxième fois qu'ils se sont retrouvés à 3, ça a bien collaboré, mais tu sais, il aurait quand même vraiment pu l'échapper, là.
C'est clair. En tout cas, en gros, collaborez tout le monde, à moins que vous soyez dans une situation comme à la Philippe. Prenez vos relais, sauf quand il ne faut pas les prendre. C'est un beau conseil de marre. Bon, OK. Sinon, moi, j'avais bien aimé, je sais pas pourquoi, Ben O'Connor au col de la Loze, j'ai aimé sa victoire quand même. C'était comme, ça fait 2 semaines que tout le monde parlait de qu'est-ce qui allait donc se passer. Puis finalement, Ben O'Connor avec tout ça. En tout cas, moi, en tout cas, peut-être dans mon petit réseau d'amis, on aime ça un peu rire de lui. Mais à cause de tous ces déboires sur Netflix. Puis là, il est revenu, tu sais. J'ai vu que, dans le fond, je suis vraiment un grand talent. J'ai pas d'affaire à rigoler de ce mec-là. Il était solide, puis il a profité des circonstances de course. Il était devant, puis il s'est retrouvé encore plus devant. Puis il a résisté dans un col qui semble très pénible. En tout cas, moi, cet hiver, je fais la route des Hautes-Alpes là, sur Rouvy. Là. Je fais toutes les cols des Alpes qui sont là, qui sont sur la route touristique parce que j'ai pas le temps et le cash pour aller le faire en vrai. Puis je redoute beaucoup le moment où je vais monter la Loze dans mon sous-sol. C'est sûr. Chapeau à Ben O'Connor de l'avoir gagné en vrai. Mais je pense que c'est plus fun en vrai. C'était cool. C'est plus fun en vrai. C'est clair, c'est plus fun en vrai. Mais un jour, tu vas être un bon boomer, là. Tes enfants vont être plus grands, tu vas faire partie de ceux là qui se font des voyages, vont en plein mois d'octobre aller monter des grands cols. Là. Je sais bien, mais en attendant, il faut quand même que je fasse du Rouvy. Je veux voir de quoi ça a l'air aussi, les décors, puis comparer avec tout ça. Fait que j'avais O'Connor, puis les autres, c'est plus là, c'est dans le vélo féminin. On n'a pas beaucoup parlé de Pauline Ferrand-Prévôt, son doublé Roubaix, Tour de France féminin. Je trouve que c'était puis tu sais, dès son retour à la route, après peut-être à peu près 10 ans, qu'elle s'est, mettons 8 ans, qu'elle s'est consacrée uniquement au vélo de montagne. T'sais, pour ceux qui suivaient moins ça, à l'époque, le cyclisme go-fig, Pauline Ferrand-Prévôt, c'est la seule cycliste qui a été championne du monde, élite des 3 grandes disciplines en même temps, c'est-à-dire route, vélo de montagne, cyclocross. Fait qu'à un certain moment donné, en 2015, elle avait les 3 titres, fait qu'elle pouvait se promener en maillot arc-en-ciel à journée longue, à l'année longue, si on veut dire. Elle a les liserets dans toutes les courses qu'elle a fait. Peu importe où. Ouais, puis maintenant, elle peut se pointer n'importe où avec les petites manches en arc-en-ciel. Fait que c'était déjà un exploit extraordinaire. Puis ce qui est arrivé par après, elle a eu plus des difficultés, je pense, sur entraînement, ces choses-là. Puis elle était à l'arrêt un petit bout. Elle est revenue, elle s'est concentrée dans le vélo de montagne beaucoup. Puis elle a eu l'illustre carrière qu'on connaît dans le vélo de montagne. Puis après avoir gagné finalement l'or aux Jeux de Paris, elle s'est dit, je retourne sur la route, je pense à peu près 35 ans. Puis dès cette année, gagne Roubaix. Tu sais, Roubaix puis Tour de France, c'est des courses. On parlait chez les gars, maintenant il y a des gars qui font les deux un peu là, mais chez les femmes même chose. Là, elle, c'est une spécialiste technique, une bonne rouleuse. Puis après ça, une autre préparation complètement pour aller gagner le Tour de France féminin qui plus ou moins dans la dernière fin de semaine qui était plus montagneuse. Là. Fait que j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Puis j'avais évidemment Magdeleine aux mondiaux. C'est sûr que c'était plus dans la catégorie émotion. Là. On en avait parlé un peu plus tôt, là, mais c'était. C'était un moment très touchant. Là. Puis de voir un outsider, même si on n'était pas chauvin, de voir un outsider gagner un monument comme il n'y a pas plus gros monument que le championnat du monde. C'est rare que ça l'arrive, puis encore plus quand le parcours est difficile. Comme on l'a vu chez les hommes, 1, 2, 3. C'est pas des grandes surprises. C'est le plus fort qui gagne à l'arrivée. Puis là, elle a démontré. Outsider m'a été de loin la plus forte. Puis elle a réussi à... Elle a assumé l'échappée. Elle a eu confiance en elle. Puis elle a juste tout mis. Puis c'était la plus forte au monde ce jour-là. Fait que c'est quand même incroyable. C'est le fun de pouvoir voir ça. Sinon, on a un peu de nos moments bizarres de l'année. J'ai eu de la misère à en trouver un petit peu, mais je pense que je peux regrouper les 2 chutes principales de Pogačar cette année. C'était quand même bizarre, c'est-à-dire à Roubaix. On avait beaucoup d'attentes, puis là, ça se passait. Il était avec Van Der Poel, ils ont lâché tout le monde. Puis là, les deux, en fait, Van Der Poel n'a pas chuté, mais il a pogné le clos aussi. Fait que c'était un peu étrange que Paris-Roubaix finisse de même. J'aurais aimé ça. J'ai hâte à l'année prochaine de voir s'ils vont pouvoir rouler jusqu'à la fin ou quelque chose de même. Puis au Tour de France, ça chute, je pense, autour de la 10-12e étape. Là, je sais pas, c'était juste bizarre de voir un champion du monde qui s'accroche avec la roue dans l'avant. Ouais, un truc de course régionale, là, un petit peu. Là. Ouais. Fait qu'il y a eu ça. Sinon, la première étape du Dauphiné m'avait quand même marqué avec toutes sortes
c'est comme Vingegaard qui attaque. Après ça, le sprint avec Van Der Poel, puis Evenepoel, puis Pogacar. Ben, c'était un peu un prélude aussi à ce qu'on allait voir en juillet. Ouais. Mais c'était une étape que j'avais trouvé quand même un peu bizarre. Là, tout le monde était comme pas dans son rôle habituel. Mais ouais, pas de... c'est sûr qu'on n'a pas eu Johnny Ogerland qui s'est tiré dans des barbelés cette année. Là. Je sais pas. Moi, ils veulent aller voir. Pour moi, le moment bizarre, le plus incompréhensible, c'est Del Toro puis Carapaz au Giro. Autant c'était un des top 3 des plus belles, ma deuxième plus belle victoire avec Simon Yates, mais les deux autres, pour moi, c'est la plus grosse incompréhension surtout du point de vue de Del Toro. Carapaz, s'il a joué deuxième ou troisième, j'ai déjà gagné, je m'en fous. Mais c'est comme si qu'ils voulaient pas gagner les deux un petit peu. Mais c'est sûr que c'est facile à dire quand on regarde les images, on n'est pas dans leur corps. Il n'y a rien qui a vraiment ressorti sur le pourquoi. Lui, il a démontré qu'il était donc content de sa deuxième place. L'équipe, il back ce statement-là. Pour moi, c'est la plus grande incompréhension. Là. Gagner un grand tour à 21 ans, plus jeune de l'histoire, ça faisait 2 semaines qu'il était en rose. J'ai quand même du mal à croire. Puis l'équipe qui ont fait tu sais, t'as l'équipe de Carapace qui ont monté le pied du col comme si c'était le mur de 8, genre, puis là, ils s'en allaient pour 1 heure de montée. Ouais, j'ai c'est vraiment particulier. Je pense que oui, Simon Yates est extrêmement fort, mais de l'avoir laissé aller comme ça, je sais pas pourquoi, pour lui, on dirait Del Toro, il a dit c'est la pression de Carapace en premier à sauver sa deuxième place. Ouais. Ça, pour moi, d'avoir laissé aller un grand tour comme ça, là, s'il n'en regagne pas d'autres, je pense qu'il va en gagner d'autres dans sa carrière. Mais pour moi, c'est plus s'il n'en gagne pas d'autres, ça va être la plus grande défaite de sa vie. Là. Oui, c'est clair. Ben, c'est sûrement un mélange de physique et de tactique, mais c'est sûr que si le tactique avait été là, au moins, il y aurait peut-être eu des chances. Ouais, si. C'est ça il avait accroché, puis il se fait larguer à 3 km du sommet dans le pitch en garnotte, puis qu'il perd 30 secondes, puis l'autre, il retrouve Van Aert, puis il réussit à l'amener, faire gagner par 45 secondes, puis prendre le rose, là. OK. Ça aurait été plus fair, ouais. Battu, t'es comme, ben là, il a été battu par une tactique, puis un coureur plus fort, le dernier jour d'un grand tour. Tout le monde aurait levé son chapeau. Mais là, de la manière que ça s'est fait, on dirait qu'il l'a laissé aller, qui a dit qu'il s'est avoué vaincu, il a tellement pas voulu assumer devant Carapace. En tout cas, on pourrait en parler en masse. On se serait attendu à ce que normalement ils se mettent juste à rouler, minimiser l'écart, mais ouais, c'est ça, sauver son maillot rose à tout prix. Vu comment il giclait, il semblait tellement, tu sais, on a vu des coureurs en défaillance, tu sais, on sait c'est quoi. Mais là, lui, il était capable de répondre à des attaques à une vitesse incroyable. Il arrêtait de pédaler. Il avait pas l'air en panique de quoi que ce soit. C'est tout ça qui a rendu un peu la scène vraiment particulière. Ça, c'est notre salon, là, tu sais, en tant que bon watcher de divan, là, mais... Là, t'es plus en tant que coureur, t'es en tant que gars de Saint-Adèle. Là. Ouais. Là, moi, je veux qu'il y ait de l'action, là. Je veux que ça soit... j'en perds du temps à checker. J'en perds du temps à checker mon course, là. Pourquoi il va pas en avant, lui? C'est ça que tu te dis dans ton salon. Ça n'a même pas l'air à aller si vite. Si moi, j'étais là, je serais là. C'est sûr que j'attaquerais. C'est ça. Classique. OK, c'est bon. Ben quoi, c'était un truc quand même bizarre. Sinon... avant de passer... La Vuelta, en général, c'était quand même bizarre. J'en dirais pas plus, mais c'était compliqué avec tout ce qui se passait. Puis ça va donner des résultats aussi. Surtout dommage. Oui. Surtout dommage. Exact. Qu'on a vu un sport affecté. On veut pas rentrer en politique, là. Non. Mais c'est dommage d'avoir vu un bel événement sportif comme ça être autant affecté par des manifestations. Voilà. À suivre. Sinon, d'autres moments émouvants pour cette année? Non, moi j'ai une petite... Le duel Ben Healy et Valentin Paré-Peintre au Mont Ventoux m'a beaucoup ému aussi. Ah, ben oui. Parce que les autres, on les a nommés, là, mais ça, j'ai beaucoup aimé ça. Ça fait 2-3 fois que je le dis, là, mais une vraie bataille de grimpeurs là, qui s'attaquent. Ouais. Puis
Puis que c'est pas les favoris que tu te dis crime sur quel programme ils sont. C'est juste deux gars dans la meilleure journée de leur vie, dans le pic de forme. Puis là, ils sont comme genre je vais te péter! C'était comme deux amis là, qui s'attaquent. Valentin, il a vraiment la lutte du petit grimpeur. Là. Tout ce qu'il peut faire, c'est ça, là, monter des cols d'une heure. Là, c'était beau à voir. Là, qui grimpe debout, changement de rythme. Le pur grimpeur. C'est que c'était cool. C'était une très belle étape. C'était une très belle étape. Un col que je déteste, que je connais par cœur. C'était beau. C'était beau à voir. Malheureusement, je l'ai trop fait. Il y en a d'autres, là, qui y a des boomers comme moi, là, ou futurs boomers, qui ils rêvent d'y aller, là, Antoine. Faut que tu comprennes ça. Je suis allé grâce à toi, mais je rêve peut-être d'y retourner, tu sais. Ben oui. Non, on ira. Pas le lendemain de brosse, là, on ira ailleurs. On ira ailleurs. OK, on va aller ailleurs, c'est beau. Bon, OK, avec surprise de l'année, c'est ta catégorie, ça. Qui t'a surpris cette année? Pour moi, la plus belle surprise, c'est justement l'homme qu'on pense imbattable s'est fait battre dans une classique qu'il voulait gagner. L'Amstel Gold Race, la victoire de Mathias Skelmoser, qui est pas connu comme étant vite au sprint. Il se retrouve avec bon coureur, mais coureur toujours présent, mais pas... on s'attend à ce qu'il finisse troisième quand il est avec Remco puis Pogacar, qui semble maître de la situation. Course difficile, ils sont partis de loin les trois encore. Tout le monde a bien pris leur relais, puis sprint à l'amiable, là, tout le monde 1, 2, 3 go, le plus vite à la ligne à 200 mètres, puis il a enfilé tout le monde, ça fait que très beau. C'est drôle de voir l'honnêteté des gars aussi sur leur... tu sais, il y a à peu près... Skelmoser, quand il a gagné, il a à peu près dit la même chose que ce que tu viens de dire. C'est pas mot pour mot, mais c'était un peu la même idée. Là, c'est de dire, il pensait pas vraiment gagner. Puis, tu sais, il savait qu'il devait finir troisième. Ouais, tout le monde s'attendait à ça. Là. C'était comme quand même... C'était quand même drôle. Mais c'est bien quand même d'être toujours conscient T'sais, faut pas s'arrêter à ses capacités ou peut-être son rang dans les affaires, mais quand même d'en tenir compte, puis de jouer là-dessus, puis d'essayer de prendre l'avantage. Puis c'est ce qu'il a fait, t'arrives au sprint, puis après son sprint sur reset toi 0, il reste 200 mètres. Une course dure, là, tu peux tellement pas te fier. Après, là, c'était pas nécessairement des sprinteurs, les deux autres, c'est des hommes forts. Là. Ça fait que... Mais un sprint de fin de classique, quand on a vu... Asgreen, Van Der Poel autour des Flandres, des gars fatigués des sprints, Mads Peterson, on aurait tout pensé dans le temps, il était peut-être moins vite au sprint, se faire battre par Matteo Trentin. Un sprint de fin de course, quand ça a été dur, d'une course dure de même, tout le monde est à fond après 6 heures. C'est le plus frais qui est encore capable d'en mettre. Ça fait que tu peux toujours y croire. C'est donc, ça aussi. Toute la journée, tu peux gérer en fonction de... Tu sais que tu es un des outsiders. Tu gères comme si tu n'étais pas le favori. Tu gères tes forces, mais c'est sûr qu'à 200-300 mètres de la ligne, on oublie ça. Ben non, c'est ça qui est cool dans ces situations-là. Ouais, puis des fois, on chiale à quoi ça sert des courses longues puis tout, mais je pense que tu peux avoir autant de spectacles sur une course de 200 kilos qu'une course de 250, 280. Tu sais, quand tu tombes de 4h30 ou 6h, il y a comme un gros truc qui se passe là. Mais justement, il y a aussi ça qui peut arriver. Tu sais, une défaillance d'un coureur qu'on aurait pensé favori, que finalement, en bout de course, il a dû assumer beaucoup, puis il a gaspillé un peu plus d'énergie par moment, puis il y a quand même autre chose qui peut en sortir de ce genre de parcours. Ouais, puis ça fait plusieurs semaines qu'il y a des grosses courses. Il y avait Roubaix, les Flandres, tout ça. Ouais. En amont, là. Fait que là, maintenant, à tous les 3-4 jours, il faut que tu fasses la meilleure performance de l'année. Là. Des fois, ça marche pas, même pour les surhommes. Fait que ouais, j'avais oublié un peu ce bout-là. Skelmoser, très bon. Moi, ma surprise de l'année, c'est Thymen Arensman au Tour de France, solide. Plus pour le futur, là, mais tu sais, je pense qu'il a démontré des affaires, il a démontré des choses que peu de coureurs sont capables de démontrer. Puis c'est sûr que sa deuxième victoire d'étape, peut-être les gars se sont regardés en arrière, mais aussi cette audace-là, cette capacité de te mettre à l'avant au bon moment, parce qu'il était quand même, il les a comme un peu semi-attaqués dans cette journée-là. Fait que j'ai hâte de voir, puis c'est peut-être le
le niveau leader d'Ineos aussi, avec Geraint Thomas, qui était plus vraiment un leader anyway, mais qui est parti officiellement maintenant. Ah, puis là, ils ont été chercher Vauclin aussi, là, Ineos. Là, ça va faire 2 bons. Il y en a peut-être bien, on ne sait pas si c'est un Canadien qui va les rejoindre aussi, là, mais. Il y en a peut-être un autre on s'embarquera pas là. Dans les moments what the fuck de l'année que j'ai pas parlé. Ah ouais, ça. Parce que c'est pas fini. Dans le fond, c'est un moment sur 2 années. Ah ben, lui, il va être dans le what the fuck l'an prochain, s'il est encore là. En tout cas, fait qu'Ineos, il risque d'avoir une coupe ils sont en train de se restructurer pour de vrai. Ben, Quinn Simmons aussi, c'est une bonne surprise, mais en même temps, je voulais pas le nommer comme ma surprise de l'année principale parce que c'est un coureur qui était extraordinaire dès les rangs juniors, fait que c'est comme juste normal qu'il émerge, mais à quel point il émerge quand même. Là. Sur des parcours très difficiles, là, il y avait Montréal, c'était déjà impressionnant, qui avait fini 3e là, mais là en Lombardie, c'était une autre affaire encore, là, que pour ceux qui ont moins suivi, qui a passé 80 km dans une... Lombardie, tu en as parlé avec ton ami Thibaut Pinot, là, mais... C'est comme la seule course. Il y avait un classique des Alpes avant, là. Je pense que tu montais des cols pendant la course d'une journée, mais c'est la seule un peu que tu te tapes des vrais cols longs toute la journée, puis là, t'as Quinn Simmons en avant encore, alors qu'on pense tout le temps que c'est un baroudeur qui se débrouille bien partout, mais là, de plus en plus, tu te dis, crème, mais c'est quoi le potentiel de ce gars-là? Là? Ben, quand t'es capable de faire 5h30 à 350 watts de moyenne, là, puis tu fais 70 kilos à peine, ça m'a amené, t'es rendu capable de faire bien des affaires. En plus, t'as une grosse crinière, là, puis une barbe. Ah, ça méchant moineau. Peut-être un futur Peter Sagan, peut-être pas dans les sprints, tout ça. Là, mais... il dit c'est son inspiration, tu sais, que lui, quand il a grandi, il était bien gros fan de Peter, puis il trouvait ça cool d'avoir un gars un peu qui sortait de l'ordinaire. Là. Lui, on l'a déjà vu, là, c'est quand même un vrai Américain, là, comme on peut dire. Si on peut dire ça. Mais il est bien smart, bien sympathique quand même. Mais méchant moineau, quand même un drôle de pistolet. Son père aussi, hein, ben smart. Son père, c'est mon chumé, ouais. On avait déjà parlé de ça. Bon, finalement, déception de l'année. En as-tu des déceptions? Des coureurs ou des choses? Ah ben, déception, je trouve ça dur à dire. Parce que maintenant, des années, tu sais, on s'attendait à ça de lui, mais comme, c'est tough. C'est tellement tough être là, c'est tough. Répéter à chaque année des réussites. Il y a des blessures, il y a des trucs, il y a de la pression, ça fait... Je trouve ça dur de dire, hey, aujourd'hui, toi, tu nous as déçus. C'est comme, hey, fuck you. Là, je parle en tant que coureur, là. Je suis pas le pas. En tant que coureur, je trouve ça tough. Mais mettons que j'en en dire une. OK. Je pense en tant que pur spectateur, on s'attendait tous à un beau triplet pour le Tour de France, pour le classement général. D'avoir Remco qui avait montré une bonne forme au Dauphiné, qui annonçait vraiment la couleur, qui s'écrase en début de 2e semaine. Je pense qu'on s'attendait tous pas à ça. Ouais. Il est revenu, il a full performé, il a gagné les championnats du monde, il a fini 2e à la route. Il s'est vraiment bien relevé, bien retourné. C'était la meilleure décision qu'il pouvait faire d'arrêter là pour pouvoir faire ce qu'il a réussi à faire en fin de saison. Mais de le perdre avec Pogačar qui était un cran au-dessus rapidement sur Vingegaard, c'était dommage de lui l'avoir perdu, pas l'avoir eu à 100%. Il semble vraiment croire qu'il est capable de rivaliser avec Pogačar. Je pense que c'est possible. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Red Bull a investi énormément sur lui. Donc, j'ai bien hâte de voir l'an prochain qu'est-ce qu'il va être capable de sortir. Après, les transitions d'équipe, c'est jamais facile. Il était chez Quick-Step depuis qu'il était tout jeune. Il était à la maison avec une organisation belge. C'était le patron là-bas, là, de changer d'équipe. Même si tu arrives en tant que leader, tu peux pas arriver avec la même aise. Tu peux pas arriver en disant hey, moi je fais ci, je fais ci. Ça... Faut que tu t'adaptes. Il y a des nouveaux dirigeants. Tout ne tourne pas nécessairement autour de toi. Là. Non, même si ils veulent bâtir une équipe autour de lui, mais il n'arrive pas encore. Après, c'est pas une belle façon de faire non plus, mais quand tu es un coureur qui est là depuis longtemps, qui est leader, qui performe dans ton équipe, un moment donné, t'es un peu le boss de la place. Ça fait ouais, tout le monde sait un peu quoi faire. Ils savent qu'est-ce que t'aimes, peut-être, puis sans être dictateur. C'est ouais, juste, il y a du non-dit, puis c'est simple. Ouais.
Mais là, ça va peut-être être différent. Puis là, après, il n'y a pas de changement de matériel. Il reste avec des vélos Specialized. Ça, c'est un gros... On réalise pas des fois des transferts d'équipes où les équipes qui ont des nouveaux équipements, l'adaptation de ça, c'est vraiment particulier. Il faut que tu refasses des fits sur tout. Des fois, la selle, même si on a accès à plein de choses, comme ces nouvelles pédales-là, je les aime pas. La selle, là, t'en essayes une, c'est pas elle, t'en essayes un autre, puis là, tu rajustes, puis tu perds du temps puis de l'énergie quand même à t'adapter à tout ça quand, maintenant, c'est tellement rendu la fine pointe de tout. C'est des aspects qui lui, il n'y aura pas ce problème-là, au moins. Lui, surtout contre la montre, je veux dire, il travaille tellement sa position. Hey, demain matin, tu le mets sur un Pinarello ou sur un... Hey, ça se fera pas de même. Là. Il va avoir de l'énergie à mettre, à retourner en soufflerie, faire des premiers tests, faire des entraînements que là, je suis pas bien, j'ai mal. Puis on l'a vu au championnat du monde, il faut pas qu'il y ait 1 millimètre de travers sur sa selle. On a vu ça. Ouais. Ça fait que... Qui finalement, on a vu des textes d'un mécano qui a vérifié le vélo et que finalement, c'était pareil. Hein? C'était identique. Après, regarde, j'ai dit, selle neuve va jamais s'enfiler comme une selle qui a quelques milliers de kilomètres dessus, même si le fit est le même, le feeling n'est pas pareil. C'est pour ça que les mécanos, les directeurs sportifs nous disent toujours, roulez vos mulets quand vous pouvez. Tu sais, ça fait... Voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent. Mais tout ça pour dire, on va voir. Des fois, peut-être ça va super bien se passer. Il semble être un coureur très pro, très cartésien à son affaire. Je pense qu'il va sûrement s'adapter rapidement à cette nouvelle formule-là. Donc, c'est bien parce que tu vois, moi, j'avais mis ça dans la catégorie suivante, dans les Hot Take 2026. Parce que j'aime beaucoup ta déception de l'année, qui est en fait une déception basée sur le spectacle et non pas sur les coureurs directement. Juste pour conclure. Fait que très bien, t'as pas bitché personne. J'aime ça. Moi, tant qu'à moi, Vingegaard m'a beaucoup déçu. Mais bon, on passe à autre chose. C'est rough. Mais c'est drôle, la perception, excuse-moi, sur Vingegaard. J'étais chez mes parents en fin de semaine, puis on parlait, mes parents sont encore très fans de vélo, puis suivent tout le calendrier encore, puis t'es là, Vingegaard, sérieux, là. Il fait vraiment pas grand-chose. Il fait vraiment moins de courses. On va tout le temps à Pogacar. Puis j'étais comme... non, il fait des courses, par exemple. Pogacar, il a fait 52 courses cette année pour 8100 km. Puis Vingegaard, il en a fait 65 courses, si je me souviens, pour 9500 km. Il a fini deuxième du Tour de France, gagné la Vuelta. T'as raison qu'à un moment donné, on a la perception qu'il court moins que Pogacar, puis à un certain moment, il était je pense au début du tour, qu'il était au même nombre de jours de course. Ou à une journée près. Regarde, il fait les courses par étapes. Il est plus il se prépare, là, ouais. Classique, Pogacar, il fait les plus grosses courses. Tout ce qui a vraiment de la vallée, ce qui a le plus de valeur, mais tu sais, une course d'un jour, c'est 4 jours de déplacement presque pour aller faire un jour de course que quand tu pars faire le tour du Pays Basque, t'en as 7 dans ta semaine, t'es parti 8 jours, merci, bonsoir. Fait que au final, Pogacar, il est parti autant pour faire 6 courses de moins dans sa semaine. Donc, mais moi, c'est pas pour ça qu'il m'a déçu. Mais je salue tes parents quand même. C'est plus parce que, un peu dans le même argument que toi, on s'attendait à un show, puis on l'a plus ou moins eu sur le tour. Mais on dirait qu'il y a comme un peu... moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il revienne comme il a gagné 2 Tours de France, qui tu disais quasiment avec Karim Pogacar, finalement, il est pas si hot que ça. C'est tellement que Vingegaard était fort. Puis l'année passée, moi, je mets ça dans la catégorie, c'est bien correct. Il revenait d'une blessure. Là, cette année, il n'y avait pas vraiment d'excuses. Je sais pas, on dirait qu'il commence à être dans... Tu sais, comme... Je sais ça, je veux pas manquer de respect parce qu'il course puis il a gagné à Vuelta, tout ça, mais on dirait que... il fait moins de feu d'artifice. Il fait moins de feu d'artifice. Ouais. Mais il essaye, mais on dirait qu'on n'en aura pas plus de lui. On dirait que là, c'est ça qu'on... That's what you get. Puis là, il y a toujours sa femme qui a l'air écœurée qui part. Puis qui a tout le temps... Tu sais, ça, il y a Pogacar aussi qui parle tout le temps de retraite. Là. Ouais. J'ai l'impression que là, tu vas voir où je m'en vais là, dans mes Hot Take 2026. Là. Je trouve ces deux gars-là, tu sais, il y a 5 ans, c'était les up and coming, les jeunes. Puis ils ont gagné beaucoup. Puis je pense qu'ils vont gagner encore. Mais tu vois que Vingegaard à la Vuelta, il gérait ses petites avances par coup de 10 secondes. En même temps, c'est intelligent. C'est un coureur plus mature, tu vois ça.
Mais à quelque part, je me dis, crime, à quel point ça va y tenter encore longtemps. Je sais pas. Ouais, puis tu sais, il y a deux enfants, là. C'est comme, je suis quand même le gars qui est dans son salon qui dit de la merde, comme tu dis. Mais oui, c'est ça, deux flots, pis là, il parle tout le temps de ça. Tu sais, Pogacar, il n'y a pas d'enfant. Il il est 1 an, je pense, plus jeune. Mais comme, hey, t'as 2 enfants aussi, là, t'imagines ce que ça demande. Puis c'est comme, t'as beau dire, hey, ben oui, il gagne 3, 4 millions, 5 millions par année. C'est quelque chose là, quand t'as envie d'être avec tes enfants aussi, même si t'as fait ce choix-là d'être cycliste professionnel. Puis il réussit à livrer ce qu'il fait, mais un moment donné, je pense que ça c'est ça, je pense que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, puis ça demande tellement beaucoup. Puis on en a tellement souvent parlé là, des demandes aujourd'hui qui sont rendues, tu sais. Si tu fais pas 3-4 mois en altitude par année, c'est pas assez. De plus en plus, maintenant, les athlètes s'installent en dehors à l'année, s'installent en altitude. La bouffe, tout, c'est tellement demandant, c'est tellement prenant. Là, tu as des coureurs comme eux qui sont arrivés début de carrière. Là, ça fait 5 ans qu'ils sont au top mondial. Ils valent des plusieurs dizaines de millions. Là. Pogacar, on l'estime au-dessus d'une 50aine de millions. Là. Il est capable de refuser des deals de 50 millions pour des gens des compagnies qui endossent pas. Je veux dire, tu sais, maintenant, je pense le vélo tombe dans une sphère de vrai sport professionnel, comme pas encore à la hauteur de football, hockey, baseball, niveau salaire, mais quand même, de plus en plus, les filles sont bien payées. Donc, je pas des retraites plus tôt, on va le voir. On verra plus là, des Valverde qui prend sa retraite à 40 ans. Ou du moins, là, il va arriver à un point, puis il va devenir équipier. S'ils ont vraiment la passion, là, il va faire la job. Oui, c'est ça, mais il se présente plus comme un favori. Ouais. Peut-être Vingegaard va rouler encore longtemps, c'est ça, on le sait pas, mais comme favori de ces grandes courses-là, je pense pas. Ben c'est ça, c'est le fan en moi qui est un peu déçu qu'on n'a pas eu de fight, mais effectivement, il y a eu quand même une grosse saison, mais c'est ça, je sais pas comment le dire. Ça me fait penser juste à côté de à quel point Pogacar, à chaque année, il en met plus, puis il est de plus en plus impressionnant, puis là, Vingegaard, il est encore très fort, c'est encore le plus proche à le rivaliser en haut de montagne, mais il essaie rien que de suivre, puis il réussit pas à la fin à suivre. Ça fait que c'est comme... C'est sûr, fait que t'as un jeune papa contre l'autre gars qui met tout là-dedans. Puis les deux ont l'air un petit 5% écœurés, là, mais ils sont super au top encore. Mais c'est facile à dire, je suis conscient. Mais c'est ça qui m'amène à ma prédiction 2026. Moi, je pense, puis t'en as parlé tantôt, que je pense que c'est Evenepoel qui va challenger Pogacar. Je peux pas dire qu'il va le battre. Peut-être va le battre sur certaines courses, parce que là, c'est pas un pronostic juste pour une course, là. Mais je pense que ça va marcher, ce transfert-là de Evenepoel. Puis je vais un peu dire tous les arguments inverses de ce que tu as dit tantôt. Ça va lui faire du bien de sortir de la quick-step. Il rentre dans une structure, ça va le challenger, ça va l'amener à un autre niveau. Tu sais, on parlait de Simon Yates tantôt, là, qui déambulait chez Jayco Alula ou tous les autres noms qu'ils ont eu avant, dans la structure australienne, finalement, là, depuis une couple d'années. Puis là, tout d'un coup, il arrive chez Visma, ça l'a restarté, puis moi, je pense, Evenepoel, parce que son niveau de motivation qu'il a, je pense qu'il va faire le gap, puis on va le voir challenger Pogacar plus souvent. Au Tour de France, peut-être, c'est une autre histoire, là, mais ça reste un gars qui sait grimper, puis c'est ça ma prédiction. C'est pas si hot take que ça. D'accord, mais je suis 100% d'accord avec toi, parce que, tu sais, tantôt, je disais, c'est des risques de changer, mais ça peut être tout autant bénéfique aussi si tout se passe bien, puis il s'adapte bien. Je pense que pour faire ce changement-là, il va peut-être devoir un peu laisser aller son petit bijou d'être champion du monde de contre-la-montre à chaque année. Ouais. Parce que un moment donné, je pense que c'est pas 100% complémentaire comme effort. Puis ça demande énormément de temps, de préparation pour être aussi bon puis aussi vite au contre-la-montre. Que là, son problème en ce moment, c'est la lacune en haute montagne avec Pogacar. Puis s'il veut matcher, il va devoir peut-être en laisser aller. C'est est-ce que ça va créer ce changement-là qui va amener comme le petit truc de plus pour être capable de suivre. Et il manque quand même un gros truc. Là, il est deuxième là, derrière, mais il est pas proche encore. Là.
Ah non, mais cette année, on a vu qu'il était loin, mais moi, je pense que tout n'est pas perdu. Non. Si tu fais le lien avec Pogacar qui semble parfois un petit peu blasé, là, je mets des gros astérix, là, je sais que c'est juste des nouvelles qu'on lit, là, mais t'as l'autre là, qui est Evenepoel qui a encore un peu le plus chien, jeune, si on veut. Là. 100%. Puis, mais oui, en effet, peut-être qu'il devrait mettre plus d'énergie dans la montagne, mais je pense que ça va faire du bien. Moi Sortir de la Belgique un petit peu. Ah, puis là, Red Bull, il sélectionne avec, on se souvient, les Pevitz, il y a encore Roglic comme capitaine. Ils ont une grosse équipe, c'est que c'est bien intéressant. Moi, j'ai pas monté Roglic prévision, prévision oui. 2026. Il y a quand même des beaux jeunes talents. Tu sais, Paul Sexas, il a imprimé du truc. Moi, j'ai vraiment hâte de voir, sincèrement, l'équipe qui m'excite le plus l'an prochain, c'est, j'aurais jamais pensé dire ça, mais c'est Décathlon. Sérieusement, le recrutement que l'équipe a fait malheureusement, c'est triste pour Vincent Lavenu, mais avec le nouveau ownership de l'équipe, ils ont rentré énormément d'argent. C'est que là, ils tombent dans les équipes avec pas les super teams, mais ils ont un budget quand même considérable maintenant pour se battre. Ils ont vraiment bien recruté. Ils ont été chercher beaucoup au sprint pour les classiques, mais aussi comme soutien à un jeune comme Sexas, que cette année, ils ont vraiment protégé beaucoup. Paul n'a pas fait beaucoup de courses. Il a fait encore les Coupes des Nations, le Tour de l'Avenir, ce genre de choses-là. Mais là, il a montré aussi, il a fini sa saison avec une course de 350, un entraînement de 350 km. Ils l'ont laissé se lâcher à la fin de l'année. Ouais, c'est ça. Ils l'ont géré toute l'année, là, mais ouais. Mais Anna, je pense qu'il y a des belles choses à voir sur lui. Puis l'an prochain, c'est sûr qu'ils vont ils vont commencer à y en laisser. Là. Clairement, il montre qu'il y a vraiment ce qu'il faut. Fait qu'on va-tu le voir déjà l'an prochain sur un grand tour? Peut-être. C'est vraiment extrêmement impressionnant. C'est quand même. Il n'y a pas 24 ans, là, puis il commence 19. À émerger. Là. Il y a genre... 19 en septembre, et là, il avait 18 ans toute la saison. Là. C'est un junior. Là. C'est fou, là. Fait que tu mets tout ça en contraste avec d'autres qui commencent à être ailleurs dans leur vie. Ouais. Ça va être intéressant. Je sais pas si c'est 2026 ou 2027, tout ça, là, mais le début de l'histoire. Là, il y a une nouvelle génération qui vont s'en venir, là, qui va débuter. Là. On a rarement vu des coureurs, à part Lance qui en a fait 7, au top niveau. On a vu Froome pendant 5 ans gagner 4 Tours de France, Vuelta de Giro, puis après, OK. Il aurait dû gagner celui que Wiggins a gagné. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, tes 5 ans? Il a attendu tout le monde. Des coureurs au top, là, tu sais, Van Avermaet, il était pas loin. Après ça, il était au top pendant 2-3 ans, a gagné beaucoup, puis il est parti. Sagan, il était au top pendant peut-être un peu plus longtemps, mais passé 6-7 ans, Pogacar, depuis 2019, là, depuis qu'il est pro, là, qui gagne, puis qui est la tête d'affiche. Vingegaard, là, depuis 2020, là, c'est la 6-7e année que les gars sont vraiment forts. Mais après, Pogacar, il démontre. On a Juan Ayuso aussi, là, qui va être... Juan Ayuso, regarde, même mon hot take de l'année, c'est la performance en tant qu'équipe de Trek, qu'on considère pas comme une super team, mais que l'équipe est tellement performante sur tellement de fronts. Il y a tellement une équipe complète, peut-être un peu moins en haute montagne. Mais là, je pense d'aller chercher un Juan Ayuso s'il se lie bien au truc puis il est nice, je pense que c'est un gros atout. Le point qui leur manque pour les grands tours, c'est lui. Je pense qu'Elmoza, il en manque peut-être un tout petit peu sur les grands tours à date. Et après, il est encore jeune. On parle de... Je pense qu'il a à peine 25 ans. Là, ça fait que des fois, il y a des coureurs qui passent au step supérieur un peu plus tard. Dans le temps, on disait que le pic, c'était 28-32. Là. Fait que là, on a des gars de 18 ans qui finissent 3e avec Pogacar. Finalement, c'était pas ça que c'était. Mais c'est ça, Ayuso qui part de Emirates, ça me fait penser à des affaires qu'on a vues souvent des lieutenants de Armstrong là, qui se pensaient bien bons puis qui partaient. Là, à se dire, je serais capable de gagner. Là, ça va être intéressant. Ça fait des histoires intéressantes à suivre. Au Mondiaux, malheureusement, ça a juste duré 3-4 km, mais je pense que l'année prochaine, ça va être un reset. Puis on a bien niaisé sur Ayuso, mais j'ai hâte de voir pareil. Je pense que... Il se pourrait très bien qu'à un certain moment, il y a un vrai duel avec Pogacar. J'ai hâte de voir ça. Définitivement du talent.
C'est ça. Avec des petits conseils de off-season, Antoine, d'un ancien pro. Conseil de off-season, prenez-en. T'as-tu un off-season, toi, maintenant que t'as pas de season, vraiment? C'est ça ma question. J'ai réussi à aller en bike aujourd'hui. Moi, j'ai plus de ça. J'ai réussi à aller en bike aujourd'hui. Non, j'ai plus beaucoup de transitions. C'était le fun. C'était le fun off-season, mais c'était tellement court. Puis tu t'en reviens. C'est dur de débrancher complètement. Moi, j'ai jamais été bien bon. Puis... Mais ouais, non, c'était important. Un beau mois d'octobre, les couleurs, il fait fait super beau. Ça arrête pas longtemps, là, j'entends. Je jasais avec du monde, là, 2 semaines off, puis remise en forme déjà. Je trouve c'est intense. C'est intense. Je trouve 2 semaines off, pas de vélo, rien. Ben après ça, c'est quoi après? Moi perso, je faisais 3 semaines pas de vélo. Je faisais 5 semaines off. Mais je faisais, mettons, 2 semaines, rien. Puis après ça, remise en forme tranquillement, muscu, course, je m'amuse. Je faisais des petits trucs du genre. Puis ça, après 5 semaines, là, je faisais 5 semaines pas de vélo. Après, j'étais pas champion du monde. Ça fait que peut-être j'aurais dû. Ben, sûrement à cause de ça. Mais non. Oui. belle fin. Ça va être notre dernier épisode cette année. On va revenir l'an prochain, début de saison, avec des petites nouveautés. On va essayer d'amener des différents volets sur la saison, pas juste faire que de l'analyse de course, puis peut-être d'autres co-animateurs. Donc, à voir, mais il y a des belles choses qui s'en viennent. Profitez de votre fin de saison, puis pas nous entendre, puis on va recommencer ça vers la fin janvier. Merci David d'avoir bien rempli la chaise avec moi. Ça devait être que pour Milan-San Remo, finalement... On t'a adopté. Finalement, je suis encore là. Finalement, on t'a adopté toi et tes t-shirts Carhartt. Ouais, c'est ça. J'espère avoir un sponsorship l'année prochaine. Ben là, j'attends rien d'autre. Je m'attendrai à rien d'autre. En plus, c'est vrai, tellement un brand de sportif, Carhartt. C'est connu dans le vélo. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux gens qui ont commencé à nous écouter cette année. Puis on espère que vous serez plus l'an prochain. Salut, là. Bye bye. Bye.